Bonjour, nous recevons Pierre Poignant en direct de Singapour. À l'heure où nous enregistrons, il est midi et donc dans la ville-État. Il est quelle heure, Pierre? Il est 18h, c'est la fin de la journée. Alors, vous vivez en Asie depuis longtemps. Vous êtes le directeur de Lazada. C'est une plateforme internationale d'achat en ligne, si j'ai bien compris, créée par vous et une bande de copains et qui a été rachetée ensuite par Alibaba, qui est l'équivalent de l'Amazon asiatique. Exactement, c'est l'histoire. Pour ma petite histoire personnelle, donc je suis quimpérois. J'ai vécu jusqu'à mes 17 ans à Quimper avant de partir pour faire mes études à Paris. Et après, vous avez fait Polytechnique? Exactement, à l'école Polytechnique. J'ai terminé en 2001. Je suis parti continuer mes études aux États-Unis, au MIT. MIT, Massachusetts Institute of Technology, très réputé. Exactement, j'étais un ingénieur de computer science à l'époque, et j'ai rencontré mon épouse, Eileen, qui est singapourienne. Nous sommes rencontrés étant étudiants, et nous avons travaillé un petit peu à Paris. Je travaillais au cabinet McKinsey, et ensuite nous avons déménagé à Singapour en 2009, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Et comment comment vient l'idée de créer la société? En fait, j'ai toujours été intéressé par les nouvelles technologies, bien évidemment, par l'Internet, par le e-commerce. Et d'ailleurs, avant de créer Lazada, j'étais un vendeur sur eBay à Paris. Je vendais des téléphones portables que nous achetions à Singapour et qu'on importait en France pour les vendre sur eBay début des années 2000. Et ça m'a toujours passionné. Et quand j'ai rencontré l'équipe fondatrice de Lazada, j'ai tout de suite été intéressé par un petit peu, on avait un rêve il n'y avait pas de plateforme Internet à l'époque, en 2012, en Asie du Sud-Est, et on a décidé de créer la plateforme Internet de référence sur les 6 pays qu'on occupe, qui sont l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, Singapour et le Vietnam. Là, vous avez monté lancé ça en 2012. Vous avez monté toute la chaîne logistique, ça vous oblige à vous déplacer dans tous les pays d'Asie? Exactement. Alors, à l'époque, en 2012, l'infrastructure est en fait en Asie du Sud-Est n'a bien évidemment n'est pas au niveau de ce qu'on connaît en Europe. Et donc, des choses comme le paiement ou même la livraison, il y a plein d'endroits où c'est pas évident. Et vous avez créé des entrepôts? Exactement. Donc, ce qu'on a fait, en fait, comme il n'y avait pas vraiment de fournisseurs pour faire ça, on a pris les choses nous-mêmes. Donc, on a créé des entrepôts. On a aussi un réseau de distribution. Donc, on a des camions, des motos qui distribuent nos produits au client final, et donc qui s'appelle Lazada Express. Et donc nous avons créé ça en 2012, et on a en Asie du Sud-Est, c'est une région immense, 600 millions d'habitants, très jeune, en pleine croissance, où tous les jeunes, ils vont sur Internet avec leur smartphone, ils n'utilisent pas l'ordinateur. Là, il y a un marché potentiel aujourd'hui, parce que vous avez remplacé, après le rachat par Alibaba, vous avez été nommé, vous avez remplacé Lucy Peng, je crois, en décembre 2018. Donc vous êtes le patron de, je ne sais pas, combien de milliers de salariés? Quasi 9000 salariés. 9000 salariés. Et il y a un marché potentiel, je crois, de 300 millions d'Asiatiques. Voilà, alors nous, donc pour la petite histoire pour Alibaba, on a été racheté en 2016 par Alibaba, et Alibaba a des grandes ambitions d'internationalisation, et en 2018, ils ont décidé d'intégrer Lazada à Alibaba de manière très forte. Et donc c'est Lucy Peng qui est venue pour faire cette intégration, et après l'intégration, elle m'a nommé à la tête de l'entreprise. Et le marché est immense en Asie du Sud-Est. Le marché est immense, mais la concurrence s'accroît. Ah, ça, c'est c'est ce qu'on dit. Le marché si le marché n'était pas attractif, il n'y aurait pas de concurrence. Donc, c'est un marché en forte croissance qui attire beaucoup de capitaux et donc beaucoup de concurrence, oui. La crise sanitaire est favorable au e-commerce. En Asie, on n'a pas attendu pour connaître les virus, et on était plutôt mieux préparé qu'en France. Vous êtes à Singapour, vous êtes vous-même dans une phase de reconfinement. Expliquez-nous ce qui se passe.
Oui, alors Singapour a été très rapidement affecté par le coronavirus dès janvier, février, parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui viennent en visite à Singapour. Et donc, ils ont réussi à contenir l'épidémie, mais quand elle s'est étendue au reste du monde, il y a aussi beaucoup de voyages. C'est un grand pays de transit, et donc des visiteurs d'Europe ou des États-Unis ont ramené l'épidémie. Et donc, on a eu une deuxième vague qui, en plus, s'est étendue là, dans les populations de travailleurs immigrés qui sont assez présentes à Singapour, et qui fait qu'aujourd'hui, donc, il y a une deuxième vague assez forte, mais qui est contenue par les autorités, avec c'est notamment parce que il y a ils font beaucoup de tests. Oui, alors il faut dire que contrairement voilà. à l'Europe, qui n'en avait pas l'habitude, il y a une habitude donc du port du masque, il y a une grande discipline, et puis il y a les tests évidemment, et puis des applis qui fonctionnent. Voilà, alors Des applis de tracking. Singapour, comme les autres pays d'Asie, ont vécu le SARS et donc se sont préparés à ce moment-là. Alors après, effectivement, ils utilisent la technologie pour essayer de tracer. Mais alors après, est-ce que ça marche très bien? Il y a encore quand même un peu de questions là-dessus sur est-ce que ça marche bien? Ils font quand même beaucoup appel aux moyens humains pour contenir l'épidémie. On a beaucoup parlé de la Corée du Sud, de Taïwan, qui ont été montrés un peu en exemple, en tout cas où la mortalité liée au Covid-19 n'est pas si élevée. C'est devenu une habitude, la gestion des épidémies en Asie. On vit avec? Alors, comme je disais, alors, ils ont connu le SARS et ensuite H1N1. Donc, ils ont un peu d'expérience. Et c'est important, je pense, lors d'une gestion d'économie, d'une épidémie de ce type. Maintenant, après, je ne pense pas qu'aucun gouvernement ne peut se déclarer comme très bonne pratique. Qui a fait que tous les gouvernements autour de la région découvrent et essayent de faire leur mieux pour contenir cette épidémie. Mais je pense que c'est quand même très dur pour tout le monde. En tout cas, il y a un modèle économique singapourien. Jacques Chirac était un grand asiate, avait beaucoup d'admiration pour Lee Kuan Yew, qui était le père fondateur, en quelque sorte. Comment se passe la vie à Singapour? Le business y est plus développé qu'en France, j'imagine. Tout est plus facile. Vous en êtes l'exemple. Oui, Singapour, c'est une ville-État. Donc, les échelles sont très différentes. C'est 5-6 millions de personnes. Il y a un État, une ville, une nation qui s'est développé très vite, notamment grâce à leur port, qui était très, très efficace et développé le commerce. Et ensuite, c'est une cité-État qui se remet en cause en permanence en termes d'industrie, d'innovation, et donc qui essayent toujours d'être à la pointe de l'industrie, et qui a permis ce développement. Comment se situe, vous êtes une filiale d'Alibaba, comment se situe Alibaba par rapport à Amazon en termes de salariés, d'implantation géographique, de développement? Alors, Alibaba est présent en Chine de manière très forte, bien évidemment. Amazon n'est pas présent en Chine. Alibaba et Amazon, c'est une conception du e-commerce qui est très différente. Quand vous ouvrez l'application Amazon, c'est très simple. Et Jeff Bezos le dit, moi je suis là pour faire gagner du temps à mes clients. Vous venez, vous cherchez, vous cliquez et vous recevez le produit. Vous ouvrez l'app Taobao, qui est l'app d'Alibaba en Chine, et c'est le bordel. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à cliquer, il y a des petits jeux, il y a du contenu, il y a du live streaming. Et Jack Ma a dit, moi, les gens viennent sur Taobao pour perdre leur temps, pour trouver du fun. Et donc, ils passent plus de temps sur Taobao. Donc, c'est une conception du e-commerce qui est très différente. Jack Ma, c'est le fondateur, le président très connu d'Alibaba. Vous êtes le fils d'un homme politique connu en France, Bernard Poignant, qui a été député maire de Quimper, député européen, conseiller de François Hollande. Vous revenez, j'imagine, de temps en temps à Quimper. Comment vous voyez la France de cette nouvelle frontière qui est devenue l'Asie?
Alors, l'Asie voit la France de manière très affective. Euh, pour sa culture, son histoire, sa contribution à l'histoire du monde, sa nourriture, ses marques, etc. Donc, il y a un côté très affectif de l'Asie pour la France, de Singapour. Alors, moi, personnellement, bien évidemment, j'adore revenir en France, à Quimper, place au beurre, manger une bonne crêpe, etc. Ce sont des choses que Mais alors, j'adore, bien au-delà, évidemment. Pierre, au-delà du folklore, on parle tout le temps en France depuis des années du déclin. Est-ce que vous croyez que la France réussira à survivre au coronavirus? Son endettement va encore augmenter. Il y a des problèmes syndicaux, sociaux que vous n'avez évidemment pas à Singapour. Est-ce que le déclassement nous guette ou est-ce qu'il y a malgré tout, Emmanuel Macron voulait en faire une start-up nation? Est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer? Moi, je suis extrêmement positif sur la France et l'Europe. L'Europe, c'est un espace de prospérité extraordinaire, de diversité extraordinaire, qui a réussi un développement qui a éradiqué une grande partie de la pauvreté, qui a un système, on voit bien un système de santé qui marche, qui a de l'innovation, qui a des marques, qui a du savoir-vivre et qui a de l'éducation. Tous les ingrédients sont là pour avoir une vraie place dans le monde économique de demain. Bien évidemment, c'est aux Français, c'est aux Européens de décrire cette vision. Quelle est la place de l'Europe dans le nouveau monde? Mais personnellement, je suis très optimiste et je pense que la France et l'Europe ont les atouts. Et vous y reviendrez ou votre vie est définitivement en Asie? Alors, moi, je suis marié à une Singapourienne. Donc, mes enfants, j'ai Emmanuel et Amélie, Parle français? parlent français, parlent chinois, parlent anglais, sont binationaux, multiculturels. Je vois ma vie entre le Singapour et la France, entre l'Europe et l'Asie. Voilà. Pierre, merci de nous avoir accueillis sur TBO et TB Sud. J'espère qu'on aura l'occasion à nouveau d'échanger sur ces questions tout à fait passionnantes. Et j'ose pas vous dire protégez-vous, comme on le dit maintenant en France à tout bout de champ. Mais en tout cas, à bientôt et merci encore. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À bientôt.